Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On reçoit Aymeric de 900 Care. Salut Aymeric. Salut Vianney, ça va? Bah nickel, et toi? Bah écoute, au top. Merci de m'inviter. Trop content de te recevoir parce que ça fait... moi je vous vois passer depuis longtemps, je vois ce que vous faites. J'ai vu plein de trucs que j'ai trouvé vraiment incroyables. J'ai l'impression que vous avez tout cassé, vous êtes très fort en market et vous êtes allé très vite. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler de ça et décortiquer un petit peu avec toi. Sachant qu'il y a des milliards de sujets dont on pourrait parler, mais on va se restreindre un petit peu à ce que le temps nous permettra d'évoquer. Et puis on va aussi passer pas mal de choses que tu as déjà pu évoquer dans d'autres interviews. Ouais, ça met la pression comme intro, mais... Ouais, clairement. Mais ok, cool. clairement. Écoute, pour attaquer et pour les rares personnes qui connaissent pas encore 900 Care, est-ce que tu peux nous pitcher ça très simplement? Ouais. J'ai fait quelques fois speech, donc ça devrait aller. 900 Care, c'est une marque de produits d'hygiène rechargeables. Notre produit phare au départ, c'était le gel douche. On s'est rendu compte que dans un gel douche, tu as 90% d'eau. Et du coup, tu avais un peu ce truc absurde de dire j'achète de l'eau alors que j'en ai déjà chez moi. Cette eau, elle est emballée dans du plastique que j'utilise une fois et que je vais jeter. C'est juste un peu absurde. Donc l'idée qu'on a eue, c'est on t'envoie une bouteille réutilisable et ensuite on t'envoie juste les ingrédients actifs du gel douche. C'est la forme de petits bâtonnets, donc il faut imaginer un bouchon de liège. Tu mets tes deux bâtonnets dans ta bouteille, tu rajoutes l'eau et ça va recréer ton gel douche. Et ce qui est bluffant, c'est que tu as la même texture, le parfum, la mousse, c'est comme un vrai gel douche, ou un gel douche que tu achèteras en supermarché, sauf que tu n'as pas transporté d'eau, donc ça fait 7 fois moins d'émissions de CO2 qu'un gel douche que tu achèteras en grande surface, et tu jettes pas de plastique à la fin, puisque la bouteille, tu la gardes et tu la recharges. Tu la réutilises. Et après, on a développé ça sur l'ensemble des produits un peu essentiels de la salle de bain, donc on a un dentifrice, un shampoing, un déo et plein d'autres produits, et on vend exclusivement sur Internet avec un modèle d'abonnement. Et donc en fait, la première fois que tu achètes un kit d'essai qui coûte pas très cher. En gros, pour un gel douche, c'est 3,50 €. On t'offre la livraison, on t'offre la bouteille. Tu as 20 jours pour tester. Au bout de 20 jours, on te prévient qu'on va t'envoyer ta recharge. Et là, tu dis je me désabonne ou je garde le produit parce que j'ai été séduit. Ok, génial. Et comment c'est venu cette idée? Comment vous avez trouvé ça? En gros, moi, avant, dans ma vie d'avant, j'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai fait du conseil, d'abord à Paris, ensuite à New York. Je bossais essentiellement sur des marques de grande conso. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'aux États-Unis, le marché, j'y étais entre 2015 et 2018, l'explosion des NVB. Ouais. Là-bas, je suis rentré en Europe, j'ai vu que c'était en train de prendre, et je me suis dit, il faut vraiment faire un truc là-dedans. Sauf que je cherchais... j'ai réfléchi à plein d'idées de projets avec Thomas, mon associé. On cherchait un projet qui combine 3 choses. Le premier, c'est on voulait un projet qui ait du sens et qui ait de l'impact. Donc là, en fait, avec les économies de plastique, les économies de CO2, c'est vraiment un projet qui a beaucoup de sens pour nous. On voulait un projet qui soit innovant et qui ait une vraie proposition de valeur pour les clients. Et donc pour nous, c'est centré autour des produits écolos qui sont agréables à utiliser, parce que souvent, en fait, jusqu'à maintenant, les produits écolos, tu avais un peu l'impression que tu devais faire un sacrifice. Des produits écolos qui sont faciles à acheter. L'abonnement, en fait, c'est un truc qui revient Là, on est en train de lancer un programme où chacun de nos départements appelle une quinzaine de clients pour avoir des insights. Et un des insights massifs qui est en train de ressortir, c'est que les gens adorent l'abonnement, tu vois. Ce qui, de premier abord, pourrait être perçu par certaines personnes comme un frein, en fait, les gens adorent parce qu'ils disent c'est trop pratique. On a beaucoup de gens qui sont en province, qui prennent leur voiture pour aller faire leurs courses, et en fait, prendre ta voiture pour aller acheter du dentifrice, ça n'a juste aucun sens. Donc ça, c'est une énorme proposition de valeur. Et puis après, le prix. Surtout qu'on a tous connu ce moment où t'es à la fin de ton tube de dentifrice, t'es en train de forcer sur tous les angles. Exactement. Alors que là, effectivement, tu l'évites avec ça. Et ça, en fait, c'est un énorme pain point. Et en gros, quand tu as fait l'expérience de la recharge arrive pile poil quand on a besoin, c'est livré dans ta boîte aux lettres, parce que comme les produits ils ont pas d'eau, ils sont tout petits, ils passent dans une boîte aux lettres. En fait, les gens trouvent ça trop pratique. Et le troisième pilier sur la proposition de valeur client, c'est le prix. On a un prix qui est très abordable, ça coûte 3,50 €, donc en fait avec la livraison, donc ça coûte pas plus cher que d'aller acheter ton produit. Et ça, c'était hyper important parce qu'on s'est dit, si on veut avoir un impact, enfin tu vois, t'as le côté impact, il faut que si tu veux avoir un impact massif, il faut qu'il y ait plein de gens qui t'achètent, et donc il faut que ce soit agréable, que ce soit pratique, que ce soit économique. Et enfin, le dernier pilier, c'était de l'équation magique qu'on cherchait, c'était de se dire, il faut qu'on ait un business model qui est un espèce de unfair advantage. Et en gros, quand tu regardes l'hygiène, c'est hyper intéressant parce que c'est un marché qui est très très peu pénétré en e-commerce. En gros, sur 100 € dépensés en hygiène, t'en as que 10 qui sont faits en e-commerce, là où sur l'électronique, c'est 50-50. Ouais. Et quand tu y réfléchis, tu te dis, mais tu vois, ton dentifrice, ton déo, t'achètes toujours la même chose, tu l'achètes toujours à la même fréquence,
c'est quoi l'intérêt d'aller faire tes courses en physique pour acheter ces produits? Donc le taux de pénétration, il devrait être beaucoup plus haut. La raison pour laquelle il n'est pas plus haut, c'est que c'est pas viable économiquement pour des grandes marques, parce que quand tu as un produit plein d'eau, ça coûte cher à shipper. Ouais. Les grandes marques historiques, elles sont monocatégories, donc tu fais que du gel douche, que machin, donc tu peux pas faire de cross-sell, donc ton panier moyen, en fait, il est un peu dégueulasse. Et comme c'est des marques qui n'ont pas de modèle d'abonnement ou pas de réfléchi autour de ça, ça fait que tu as très peu de récurrence. Et que si tu dois dépenser des sous en ads à chaque fois pour faire racheter le gel douche, en fait, c'est sûr que ça marche pas. Et nous, avec ce concept, en gros, on a des coûts d'expédition qui sont très bas, parce que nos produits sont 10 fois moins lourds que le produit fini. On fait du cross-sell parce qu'on a toute la gamme de produits, et aujourd'hui, nos clients ils vont acheter 2-3 produits par commande, et on a une rétention très forte grâce à l'abonnement, ce qui fait qu'on dépense de l'argent une fois en marketing, mais ensuite, sur toute la durée de vie du client, tant qu'il est satisfait, parce qu'on a des très bons produits, le truc marche. Et donc, si tu veux, c'était vraiment la combinaison de ces trois trucs on s'est dit, ça c'est bingo, c'est vraiment un projet dans lequel on croit à fond, ça peut changer une industrie d'un point de vue business, ça a un impact positif massif, et en plus ça améliore la vie des gens, donc que du bon. Donc cool quoi. Et donc vous aviez ces critères, et après comment ça se passe? Vous êtes parti un peu à la recherche, vous avez testé plein de produits et tout En fait, la façon dont on a itéré, c'est tu regardes beaucoup ce qui se fait dans d'autres marchés, tu essaies de tester plein d'idées, tu passes à travers cette espèce de mini-grille qu'on n'avait pas forcément hyper formalisée, mais tu vois, tu dis attends, ça non, parce que en fait, tu vois, par exemple, à un moment on se disait ce qui serait cool, ce serait de faire de l'eau en Tetra Pak, parce que j'avais vu ça aux US, tu creuses, tu te rends compte qu'en fait l'eau en Tetra Pak c'est une connerie d'un point de vue environnemental, parce que c'est théoriquement peut-être mieux que le plastique, mais en fait il y a personne n'est équipé pour les recycler, donc c'est en fait un cauchemar environnemental, et c'est juste du greenwashing, donc ça tu kills. Ça aurait été comme les briques de lait qu'on voit partout, et donc ça aujourd'hui, ces briques de lait elles sont mal recyclées. Ouais, en fait en gros c'est des alliages qui sont pas top, t'as l'impression que c'est que du plastique, que du carton, mais en fait c'est casson alu, t'as un truc un peu aluminium. Exactement. Et en fait c'est très dur à recycler. Okay. Et donc tu vois, ça on a killé, on a réfléchi du coup à plein de trucs, et en fait on est tombé à un moment sur une boîte qui faisait des cleaners de salle de bain, donc avec ce modèle de pastilles à dissoudre dans l'eau. Et on s'est dit, mais attends, c'est quoi les autres produits qui ont beaucoup d'eau? Et en fait, tu regardes l'hygiène, c'est de l'eau partout. Et ce qui est super intéressant, je trouve, par rapport à des cleaners, c'est qu'on s'est dit, en hygiène, tu peux créer une marque que les gens, qui a une vraie relation avec les gens. C'est-à-dire que c'est quand même un truc qui est assez personnel, important, là où sur les produits ménagers, on trouvait que c'était plus compliqué, et on s'est dit, vas-y, essayons de craquer ce truc, parce que personne l'a fait. Et énorme galère de formulation. Nous on était assez novices, et donc je pense qu'on s'est pas rendu compte à quel point ça allait être compliqué à formuler, heureusement, parce que peut-être que sinon on l'aurait pas fait. Mais je pense que souvent si on t'annonce tous les trucs par lesquels tu vas devoir passer, tu le fais pas, tu Exactement. vois. Alors que quand tu te lances dedans, tu y vas. Et du coup en fait on s'est dit on y croit à mort, on voit très bien comment est-ce que le truc peut tenir économiquement, et vas-y on se lance quoi. Trop bien. Attends, c'est stylé. Et du coup, donc, vous êtes lancé là-dedans. Et là, j'imagine qu'il y a un moment où vous devez mettre les mains dans le cambouis et faire des premières recettes, ou je sais pas comment tu peux appeler ça, des formules. Ouais. Et ça, du coup, comment ça se passe cette partie-là? Là, en fait, en gros, il faut assez rapidement... Au tout début, on avait commandé des ingrédients, on avait essayé de faire nos trucs nous-mêmes, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Donc là, tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas voir des labos, tu leur pitches ton idée. Et c'est vraiment, c'est un bon exercice, parce que c'est comme un pitch investisseur, ou à terme un pitch client, c'est-à-dire il faut que tu arrives à convaincre des gens de miser sur toi parce que tu as une bonne idée et machin. Donc comme avec les investisseurs, tu te prends 50 portes, et puis la 51e, il y a quelqu'un qui te dit oui. On a fait une super rencontre avec une formulatrice qui s'appelle Paola, qui maintenant a rejoint nos équipes. Et en fait, là où, en gros, si tu veux, globalement dans l'industrie, tu avais deux grandes familles de labos. Tu avais les labos qui faisaient du liquide et les labos qui faisaient du solide. Et à chaque fois, les gens disaient, en fait, votre hybride, on ne sait pas faire, on n'y croit pas, ça ne marchera jamais, vous n'arriverez jamais à avoir la même texture. Et en fait, Paola a dit, non, moi je vois comment faire, machin. Donc après, c'est énormément d'itérations. On a fait des centaines de tests, on a beaucoup mis en place des systèmes de bêta-tests, donc on recrutait des gens sur Facebook en disant voilà notre projet, est-ce que vous voulez tester gratuitement, mais vous nous faites des retours, et en fait comme ça ça a permis de créer une mini-communauté, et derrière d'aller choper plein d'insights sur les produits. Ça, du coup, c'est à base de groupe Facebook où tu ajoutes
tous tes potes, tu leur dis de passer le mot. Ouais, d'abord groupe Facebook, ensuite même on est allé chercher en dehors de nos potes. Parce qu'en fait le risque de tes potes c'est que t'as un peu deux types de potes. T'as les potes qui veulent pas te dire que ton idée c'est de la merde, que ton produit est pas bien et qui sont trop enthousiastes ou trop gentils, qui te font pas de retour. Et t'as les potes qui pensent que en étant super critique ça va beaucoup t'aider, mais du coup t'as des retours qui sont hyper vénères en mode ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et en fait au bout d'un moment on s'est dit il faut mieux sortir du truc de l'affect des potes et aller chercher des gens qui seraient qu'on connaît pas, parce qu'au moins il n'y a pas de biais, tu vois. Ouais. Les gens que tu connais pas, ils s'en foutent de te faire de la peine et ils cherchent pas non plus à être trop critiques. Et donc on a mis des petits formulaires sur Facebook en mode tester gratuitement, un formulaire ou landing page, et donc les gens s'inscrivaient, tu envoyais des trucs, on essayait de leur passer des coups de fil au début, puis après une fois que tu as des premiers insights, tu confirmes avec des typeforms, des trucs un peu plus quanti. Et voilà, et en fait on a mis quasiment 1 an et demi avant d'avoir les formules finales. À ce moment-là, on a lancé un crowdfunding. Et ensuite, on a encore mis 6 mois pour livrer. Donc, quasiment 2 ans en fait, entre le moment de l'idée et les premières livraisons clients qui ont eu lieu du coup en décembre 2020. Et ces personnes en fait, que vous êtes allé chercher sur Facebook, ça a été, j'imagine, la communauté de base après qui vous a soutenu dans le crowdfunding, même si ça suffit pas, mais c'est déjà un bon vivier. Ok, ouais. Et tu as fait allusion à ton associé Thomas, si je dis pas de conneries. Ouais, donc lui, tu le connaissais avant de commencer tout ça, j'imagine. Thomas, c'est un pote de prépa. Ok. Donc on se connaît depuis un bon moment, on est super potes. Vous aviez déjà bien galéré ensemble avant. En prépa, ouais. Et lui, en fait, il a un profil assez différent du mien dans le sens où il a aussi fait une école de commerce, vu qu'on était en prépa commerce, mais après, lui, il a eu un parcours de pur entrepreneur. Il a monté plusieurs boîtes, donc 904, c'est sa 3e boîte. Sa boîte d'avant, c'était Soyez BCBG, qui était un service de pressing à domicile, qu'il a revendu à 5 à sec. Et en fait, alignement des planètes, moi je rentrais des US, j'avais envie de me barrer de mon taf parce que j'avais envie de faire un truc en tout cas où je trouvais plus de sens. Lui, il était en recherche d'un nouveau projet parce que je pense qu'il n'est pas fait pour être salarié d'une boîte, tu vois. Ouais, parce qu'il leur avait vendu et donc il bossait pour eux. Voilà, il bossait pour eux. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement, sans vraiment y réfléchir. Et donc, le process n'était pas incroyable. Si tu veux, si je décompose la façon de choisir ton associé, je recommanderais à personne de faire ça. Et il s'avère que pour nous, ça a très bien marché parce qu'on a des skills qui sont très complémentaires. Lui, en fait, chez nous, il gère toute la partie opérationnelle. Donc, c'est lui qui pilote notre équipe R&D, donc la fameuse Paola plus son équipe, parce qu'on a internalisé le labo. Donc, dans le locaux, maintenant, on a un labo de formulation. Il pilote aussi toute la relation avec les fournisseurs, les gens qui produisent nos formules, toute la supply chain, tout le service client, et c'est lui qui est un peu notre monsieur RSE, impact, donc les démarches Big Corp, etc. C'est lui, et moi je vais piloter plutôt toute la partie marketing, acquisition, optimisation du site et toute la partie finance. Ok. Donc ça s'est fait en fait un peu naturellement, quoi, intuitivement. Ouais, vraiment comme ça, et si tu veux, juste on commençait à réfléchir à des trucs, et puis ça s'est fait, et c'est assez ouf parce que je crois qu'on s'est jamais engueulé, tu vois. On a eu plein de désaccords sur des trucs, hein, mais c'est normal. Mais en vrai, voilà, donc là ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble, le temps passe hyper vite, on le voit pas passer, donc on se dit que c'est plutôt bon signe. Bah grave, parce que du coup le début vraiment de votre réflexion là-dessus, donc c'est 2018, tu disais en gros 2 ans à peu près avant de shipper. En gros c'est début 2019, et on a shippé les premiers produits décembre 2020. D'accord, ouais. Ok, et c'est vrai que ça c'est une impression, et je pense que pas mal de gens m'ont déjà dit ça aussi, c'est que vous êtes allé vraiment super vite, parce qu'en fait là vous faites dans la foulée le Ulule, et en fait j'ai l'impression que très vite vous avez été très visible sur le marché et vous avez développé plein de produits, et en fait vous avez fait peut-être en 2-3 ans ce que d'autres font en 10 ans, quoi. On est allé assez vite, nous on trouve pas assez vite. La première roadmap, c'était commercialisation en décembre 2019, donc tu vois, on a pris 1 an de retard. Après, on est allé vite, donc on a levé des fonds en particulier pour accélérer, d'où les budgets marketing, la visibilité aussi. Mais c'était très délibéré dans le sens où on pense vraiment que, nous notre conviction c'est de dire que le système actuel de plastique à usage unique, il est tellement absurde que le marché va
shifter et que la recharge, ça doit devenir la nouvelle norme. Et que du coup, tu as un intérêt à être l'acteur qui s'impose un peu comme la référence de ce marché, parce que la conviction forte qu'on a, c'est de dire aujourd'hui c'est une petite niche, demain en fait ça peut devenir le nouveau mainstream de l'hygiène. Et vous serez là pour capter la demande. Et ça suppose d'aller vite. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que vu notre mission d'impact, on a envie que le maximum de gens puissent offrir nos produits. Ça veut dire qu'il faut avoir des prix bas, ce qui veut dire qu'il faut avoir des coûts bas. Et pour avoir des coûts bas en hygiène, il y a une seule recette, c'est d'avoir des gros volumes. Ouais. Et donc, tu as besoin d'aller vite parce que sinon, tu te retrouves à vendre tes produits, tu vois, ton gel douche à 7 balles, 10 balles. Et en fait, tu as une toute petite niche de gens qui sont capables de se payer ça. Et surtout, tu vois, aujourd'hui, avec toutes les problématiques liées à l'inflation, le coût de la vie, le pouvoir d'achat, c'est essentiel pour nous d'avoir des coûts bas. Et c'est impossible si tu n'as pas du volume. Ouais, clairement. En tout cas, pour l'instant, l'histoire vous donne raison là-dessus. Et c'est sûr que ça semble assez évident que c'est un marché qui va exploser pour toutes les raisons que tu as citées. Donc, clairement, positionné comme vous êtes, ça s'annonce pas mal pour vous, quoi. On croise les doigts. On croise les doigts. Bon, on va pas trop parler d'Ulule, parce que, comme on se le disait, c'est un sujet que tu as déjà beaucoup abordé. Donc, une seule petite question là-dessus. Imagine... tu vois, on est dans un film d'action, tu vois, tu viens de prendre une balle, tu vas mourir dans 10 secondes, et t'as ton pote qui est là, qui te dit, vas-y, avant de mourir, en 10 secondes, là, qu'est-ce que je dois faire pour tout casser sur Ulule avec ma boîte, tu vois. T'as 10 secondes pour lui répondre. Une phrase. Je lui dirais juste, en fait, fais un truc qui est différent. Je trouve que sur Ulule, le gros problème, c'est que les gens se regardent trop ce qui a été fait avant, et on voit, en fait, des copycats, et c'est super chiant. C'est chiant pour les clients, c'est chiant pour les entrepreneurs. En fait, faut tracer. Je suis persuadé que c'est plus marrant et c'est plus impactant. Enfin, c'est à la fois plus cool pour toi, c'est plus gratifiant et c'est un meilleur sens business. Tu as plus de chances d'émerger si tu fais un truc qui est très différent. Tu affirmes ta singularité, quoi, dans le game. Tu vois, nous, ce qu'on a fait, c'est on a choisi de parler d'écologie avec beaucoup de couleurs, des couleurs très pop. C'est une époque où, globalement, quand tu parlais d'écologie, tu mettais... une grenouille ou une tortue avec une paille dans le nez, des tons de... Non mais c'est vrai, tu vois. Ouais, c'est clair. Toutes les vidéos, elles commençaient avec une vidéo de l'océan avec plein de déchets dedans, une grenouille avec sa paille dans le nez, t'avais que des tons verts et marron. Et on s'est dit, en fait, nous, on va prendre un axe vraiment orthogonal à ça, parce que... Et après, derrière, il y avait toute une réflexion autour de la marque, de dire, en fait, si tu veux... notre devise, c'est Happy Change. C'est vraiment le changement joyeux, c'est de dire, si tu veux changer les habitudes, il faut... Enfin, c'est pas en étant culpabilisateur, moralisateur, c'est vraiment en donnant envie. Et donc, voilà, la joie, la bonne humeur. Et donc, ça s'est traduit pour nous par de la couleur. Et ça, c'était très nouveau. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien marché. Donc, le concept était très novateur, mais la façon de parler du concept était aussi très novatrice. Et je pense que c'est ça. Enfin, en fait, nous, on regarde pas ce que font les autres gens qui sont dans notre sphère. On va pas se dire ah putain un tel a fait ça donc il faut qu'on fasse pareil. En fait, tu déroules ton plan, on trace notre truc et on est persuadé qu'on aura des idées, tu vois. Et c'est vrai que ça c'est un truc dont je voulais te parler aussi, c'est que votre site et vos produits, effectivement, ils ont un truc très joyeux où ça claque pas mal, t'as plein de couleurs, ça part un peu dans un délire de couleurs très vives. Et qui effectivement, comme tu le dis, contraste avec ce qu'on a l'habitude de voir dans des produits peut-être qui se veulent très sobres. Et du coup, en fait, on y retrouve les codes marketing habituels je sais pas moi, des produits de grande consommation, tu vois. Et la question que j'avais un peu derrière tout ça, c'est comment vous avez fait pour designer, pour imaginer cet écosystème, pour imaginer en gros votre image de marque, tu vois, par rapport à ça. Ouais. Est-ce que, je sais pas, t'as une méthode ou un truc, ou comment ça s'est fait ce truc-là? Déjà, je suis pas tout à fait d'accord sur les codes de la grande conso, parce que je pense que justement, on a essayé de s'extraire quand même pas mal de ça. Tu vois, typiquement, on a des flacons qui sont nus, qui n'ont pas de logo, qui n'ont pas de trucs, parce qu'on se disait, si c'est un objet que tu vas garder longtemps, faut pas que ce soit un objet publicitaire, parce qu'aujourd'hui, tu achètes une bouteille de gel douche en supermarché, c'est avant tout un objet publicitaire, tu as un gros logo, tu as des clés, etc. Ouais. Je sais pas s'il y a vraiment eu un process, mais je pense que le process c'était de dire que l'identité visuelle elle doit découler de ce que tu as envie de raconter. Donc on a passé beaucoup de temps à se poser la question de c'est quoi notre plateforme de marque. Donc
En gros, c'est quoi notre raison d'être? Pourquoi est-ce qu'on existe? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre avec cette marque? Pourquoi, enfin, tu vois, c'est vraiment, ouais, c'est quoi ta raison d'être? Et la façon dont on l'a défini, c'est on s'est dit, on veut être la marque qui fait naître un déclic écologique chez le maximum de gens. Et donc du coup après tu tires le fil, tu dis ok, donc ça veut dire quoi, comment est-ce que tu t'illustres ça visuellement? Et tu disais bah voilà, si tu veux faire naître un déclic écologique, nous la valeur qui nous parlait c'était la joie c'est la couleur, et c'est comme ça que tu le construis. Donc j'ai pas de réponse, enfin tu vois c'est un process qui est très itératif et où ça se fait pas en une fois, mais ce qui est sûr c'est que je pense que l'erreur ce serait de commencer par le design avant de savoir ce que tu veux raconter. Et donc ça vaut le coup, tu vois, c'est peut-être le deuxième conseil que je donnerais si j'ai encore un peu de temps. On t'a prolongé un peu. Ouais, c'est ça. S'il arrive à me maintenir un peu en vie. C'est, je pense que ça vaut le coup de vraiment réfléchir à ta marque, pourquoi est-ce qu'elle existe et en quoi c'est différent de toutes les autres marques qui existent. Avant de te lancer dans le design de ton logo, le design de ton identité visuelle. Parce qu'il y a des chances que si tu as bien réfléchi à ton identité de marque, tu arrives derrière et qu'elle est très distinctive, tu arrives à le traduire visuellement de façon très distinctive aussi. Ouais, effectivement. On avait une discussion là-dessus avec Thibaut, qui est un des fondateurs de Papa Outan. Ouais. Eux, ils sont plus dans la food. Ils font une pâte à tartiner qui respecte les choses. Ouais. et c'était intéressant parce que, en fait, il avait un peu cette manière de voir les choses où ils ont imaginé tout leur univers par rapport à l'émotion qu'ils voulaient susciter et le fait que en fait leur marque finalement elle est incarnée par un orang-outan, tu vois, qui se bat un peu contre le géant de son secteur de la pâte à tartiner, qui casse sa planète, et je trouve hyper intéressant toute cette logique de se dire t'as ce personnage, t'as sa mission donc bien identifiée, comme vous en avez une très identifiée, et en fait tu peux faire découler de ça tout ton univers au lieu de, comme tu le dis, réfléchir direct en mode design. Et donc peut-être pas avoir de cohérence. Là tu descends et d'une idée plus généraliste, et donc ta cohérence elle s'impose à tous les plans, quoi. Ouais, il faut vraiment que le design soit au service de l'idée et de la marque. Ça c'est une idée forte à garder pour tous celles et ceux qui veulent lancer une marque. J'ai plein de questions sur vos stratégies marketing et tout pour le lancement, mais je pense qu'on l'a déjà bien abordé, et on va un peu passer à autre chose. Juste un dernier point peut-être sur le market, c'est aujourd'hui, donc 2 ans, même plus après avoir fait ce lancement commercial et tout, c'est quoi là vos canaux en place sur le plan market? Aujourd'hui c'est beaucoup du online, du social, un peu en organique, beaucoup en paid, et beaucoup du bouche à oreille et du referral, enfin du parrainage. Pourquoi c'est ça aujourd'hui? C'est que malgré tout, et malgré tout ce que tu dis sur le fait qu'on est allé vite, etc., on reste sur une catégorie qui est très naissante, et sur un type de produit qui n'est pas un besoin recherché activement. Donc tous les canaux type SEO, SIA, etc., il faut quand même que les gens fassent des recherches. Aujourd'hui, les gens ils ne se réveillent pas le matin en se disant « j'ai très très envie de changer de dentifrice ou de gel douche ». En revanche, quand ils voient une vidéo qui raconte que dans leur gel douche, il n'y a que de la flotte, en fait, ça les interpelle vachement et ils se disent c'est vrai que c'est débile. Et là, ça crée le déclic pour changer. Quand ton pote il t'en parle, ça crée le déclic pour changer. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Je pense qu'à terme, j'espère que ça va évoluer et que on fait aussi du travail de SEO, etc., et que de plus en plus les gens vont penser au rechargeable et que ça va devenir une... Ouais. Mais ça, c'est plus dans le futur, et à l'instant T, je pense qu'on est vraiment dans la phase d'éducation du marché. Vous avez testé TikTok? On a testé TikTok, ouais. On a une grosse communauté organique, on a plus de 100 000 followers. C'est un canal qui est intéressant, bien sûr, parce qu'en pleine expansion, c'est un canal où tu peux avoir du reach organique. Donc ça, c'est bien, parce que clairement, sur la suite méta, c'est pas le cas. Ouais. En revanche, ça reste un canal où les algos sont moins puissants, je trouve. Ça convertit moins bien. Et après, je pense que c'est aussi une typologie de clients qui est différente, sans doute plus jeune. Et pour nous, on a une moins bonne rétention. Ouais. Ce qui fait qu'en gros, quand tu mets tout ça bout à bout, c'est un canal qui est moins rentable pour nous que Meta. Et donc aujourd'hui, on fait beaucoup de Meta et un peu de TikTok parce qu'on ne veut pas rater. Je pense que pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui marche pour nous, c'est Meta. On pense que dans le temps, ça va se déformer et que TikTok prendra une place de plus en plus importante. J'ai l'impression que c'est un peu la même trajectoire que Insta. Tu vois, il y a, j'allais dire 10 ans, peut-être pas, mais
il y a 5-6 ans, Insta, il y avait finalement pas grand monde dessus. Enfin, moi, mes potes, j'en avais peu qui étaient dessus. Et là, aujourd'hui, ils sont tous dessus. Et TikTok, j'ai l'impression qu'on est un peu en dessous dessus, la même chose, où de plus en plus, je vois des gens qui créent leur compte et tout. Ouais. Et en fait, t'as peut-être un peu un parallèle avec l'éclosion de votre marché, c'est que les gens sont en train tous de débouler dessus petit à petit. Bon, ça peut encore prendre du temps. Et j'ai l'impression que ça va être vraiment the place to be, mais dans quelques années. C'est vrai que pour l'instant, c'est encore un peu plus jeune, quoi. Ouais. Et après, il y a quand même une vraie question sur TikTok qui est est-ce que c'est une plateforme qui est adaptée au commerce ? Parce que globalement, j'ai l'impression que les gens, quand ils sont sur TikTok, ils ont envie de voir du contenu. Ouais. Ils sont pas forcément en mode je vais faire du shopping, quoi. Alors que sur Instagram, Ouais, plus déjà. peut-être un peu plus. Bon, ça c'est mon insight personnel à 2 balles, donc je sais pas si c'est confirmé par quoi que ce soit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit nous des CPM beaucoup plus bas sur TikTok, mais en revanche des taux de conversion aussi beaucoup plus bas, quoi. Ouais. Donc clairement. Mais c'est vrai que bon, en ads, je sais pas, mais je pense qu'en organique, quand tu reprends tu vois, les éléments forts de votre discours, comme je sais pas moi, arrête de te faire livrer de la flotte ou des trucs comme ça, tu pourrais avoir des vidéos qui pourraient complètement buzzer sur TikTok parce qu'elles misent là-dessus et qu'elles sont bien tournées, bien montées. Et ça, en termes de... Mais alors c'est sûr qu'en termes de visibilité, c'est énorme. Maintenant, est-ce que ça convertit derrière Ouais. En fait, ce qui est très dur sur TikTok, je trouve, quand tu es une marque, c'est que les contenus de marque marchent pas très bien. Et du coup, il faut essayer de faire des trucs qui sont le plus natifs possible. Nous, on a eu des vidéos qui ont très bien marché, mais c'est toujours sur des trucs légèrement qui parlent un peu de la marque, mais qui parlent d'autre chose. Enfin, je sais pas, à un moment, on avait fait une campagne dans le métro et on avait une illustratrice qui était venue faire des dessins par-dessus la campagne. Ça, genre, ça a été vu des millions de fois. Ouais. Mais c'est pas... Les gens regardent parce qu'ils aiment bien l'illustration, pas forcément parce qu'ils aiment bien ta marque, quoi. Ouais, c'est un peu l'équivalent, si tu veux, de mettre des photos de chats sur Instagram. Tu sais que tu mets une photo de chat, les gens ils like, mais ils ont pas liké ta marque, ils ont liké un chat, quoi. Ouais, c'est sympa pour les métriques de visibilité, mais c'est ça, c'est un peu du vanity parfois, je trouve. Ouais, ou peut-être que t'as certains business où ça peut. Je pense à Alex dont on parlait tout à l'heure et son resto de poissons. Lui, il mesure le fait qu'il a pas mal de visiteurs de clients dans son resto qui viennent parce qu'ils l'ont vu sur TikTok. Ouais. Mais de fait, c'est vrai qu'un resto, c'est pas loin de chez toi. C'est une expérience. Tu vois, ça... Et puis c'est très visuel, c'est cool. C'est ça, ouais. Et c'est pareil, tu vois, je pense qu'il y a par exemple, j'imagine que la mode, ça peut très bien marcher sur TikTok, dans le sens où t'as des gens qui suivent la mode de manière active. Est-ce qu'il y a des grands fans de dentifrice sur TikTok ? Je sais pas, tu vois. Donc c'est un peu différent, je pense. Mais bon, à craquer. À craquer, ouais. Beau sujet pour 2023. Mais c'est comme Insta il y a 5-6 ans, quoi. L'ad, c'était encore un peu naissant, et maintenant, tout le monde ne fait que ça. Écoute, trop cool, sujet à creuser. On va parler culture de boîte un peu, et donc moins market et plus atmosphère de travail, comment tu construis des valeurs de boîte, comment tu fais en sorte qu'elles soient incarnées. On en a déjà parlé un petit peu. C'est quoi les valeurs fortes chez 900Care quand tu bosses chez 900Care ? Nous, on a fait vraiment tout un travail sur ça. On appelle ça en gros les ways of working. Il y en a 10. Et c'est quelque chose qu'on essaie de renforcer en fait en permanence. Donc typiquement, on a un kick-off tous les lundis. Chaque lundi, on fait un petit speech sur... on met en avant quelqu'un qui a particulièrement bien incarné cette valeur. Donc ça permet de renforcer. Parmi les grandes valeurs, on a une valeur qui s'appelle productive as fuck. Donc on met vraiment l'accent sur être productif, réussir à être concentré, faire du deep work. C'est quelque chose qui te permet d'abattre plus de travail en moins de temps et donc d'avoir une meilleure vie. Et donc ça, c'est un truc sur lequel Thomas et moi, depuis le début, on essaye de s'améliorer en permanence. Mais après, j'ai vu que tu utilisais Superhuman pour les mails. Superhuman, excellent. Enfin, franchement, meilleur outil pour tous ceux qui ont traité beaucoup de mails. C'est vraiment un game changer. Mais tu vois, on est en permanence en recherche d'outils comme ça. Et après, la question, c'est comment est-ce que tu l'incarnes vraiment ? Parce que tout le monde te dit, être productif, c'est important. Donc là-dedans, on a décomposé un petit peu. Donc on a des sessions, des trainings productivité. Et notamment, un des trucs qui est important pour nous, c'est de dire,
il faut pas que tu sois tout le temps sur tes mails à répondre dans la minute ou sur ton Slack ou sur ton WhatsApp. Il faut que tu aies des périodes de concentration intense parce qu'on essaie de craquer des trucs difficiles. Tu as des sujets qui prennent du temps, de la réflexion. Être créatif, ça prend du temps, de la réflexion, et ça marche pas si tu es en permanence pingé par des notifs. Ouais, c'est clair. Et donc, comment est-ce que tu mets ça en place ? Par exemple, nous, on a sanctuarisé le mardi. Donc, on appelle ça le Ghost Tuesday. Donc, tu arrives un mardi chez nous, il n'y a personne dans les bureaux. Tu nous envoies un mail, personne te répond. Et en fait, en gros, c'est vraiment, t'as pas de réunion et tu as un jour dans la semaine au moins où tu vas abattre du taf de fond, ce qu'on appelle le deep work. Après, t'as plein de trucs symboliques. Si t'as un casque sur les oreilles, on vient pas t'interrompre. Ou alors, si on t'interrompt, on fait des squats. Donc ça, tu vois. Quand tu dis il y a personne dans les bureaux, c'est que tout le monde le fait en TT. Tout le monde le fait en TT. Après, t'as le droit de venir dans les bureaux si jamais t'as envie d'être dans les bureaux. La plupart des gens restent en TT. Mais c'est vraiment un moment où on dit, en fait, tu vas dépiler tes trucs. Et en fait, ça a une valeur de maboule. Parce que sinon, tu te rends compte que tu as tout le temps un meeting, un truc, tu es interrompu, tu sais que dans 30 minutes, tu as tel truc, donc tu te lances pas. Donc, on a essayé de sanctuariser ça a très bien marché, à tel point que maintenant, on essaye aussi de sanctuariser le jeudi matin, le vendredi matin, en essayant de dire mettez vos meetings l'après-midi, et le matin, c'est vraiment consacré à du travail productif, entre guillemets. Il y a une logique dans le choix des jours dans la semaine ou c'est des moments qui juste vous n'avez pas de réunion en gros, la logique, c'est lundi, en fait, on fait notre kick-off, donc il faut que tout le monde soit là. Et en général, on encourage tout le monde à faire tout leur one-to-one. Donc tu commences la semaine, en fait, tu as lancé toutes tes équipes sur les trucs qu'elles doivent faire, tout le monde sait enfin tu vois, les priorités sont claires. Le mardi, du coup, tu as tes priorités claires du lundi, tu peux dépiler sur les trucs les plus importants. Mercredi, c'est une journée où tout le monde est au bureau aussi, et pareil, on fait quelques meetings sur plutôt des projets, des trucs un peu ad hoc. Et ensuite, jeudi, vendredi, il y a la moitié de l'équipe en alternance, en TT et l'autre en présentiel. Et là, du coup, c'est des jours où, justement, comme il n'y a pas toute l'équipe, c'est des jours qui sont plus propices à pas avoir de meeting. Et ça, c'est un truc que vous avez mis en place. Bon, j'imagine pas que quand vous étiez deux, parce que ça n'aurait pas tellement de sens. Mais à quel moment vous l'avez lancé, ce truc-là, en termes de croissance ? On l'a lancé assez tôt. On l'a lancé au bout d'un an de boîte, je pense. On a fait un gros séminaire sur quelles sont nos valeurs et comment est-ce qu'on les incarne. Et on a pensé à ça en disant, bah ouais, en fait, c'est cool. Parce qu'au départ, la réflexion, c'était de dire, déjà, fais des batchs de mails. C'est-à-dire, ne réponds pas à tes mails en permanence. Genre, tu les traites 2 fois par... dans les trucs classiques de Inbox 0, quoi. Tu les traites 2 fois par jour et le reste du temps, tu n'y touches pas. Et on s'est dit, mais attends, on pourrait pas pousser la logique. En fait, il n'y a pas d'urgence à répondre. Et puis, s'il y a une urgence, les gens, ils ont ton numéro, donc ils t'appellent. Donc, tu vois, ça c'est un truc qu'on a mis en place assez tôt, pour le coup. Le pendant de ça, c'est de dire il faut aussi avoir des moments où tu passes des bons moments. Enfin, on a une autre valeur qui est, en gros, profiter. Célébrer dans les... anglais, voilà, on célèbre les bons moments et puis on serre les coudes dans les mauvais moments. Et ça, du coup, ça passe par justement ce kick-off où on a toute une session sur les wins de la semaine. Et donc, chacun peut dire moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, ou me dire il y a un tel qui a fait ça, machin. On a des grosses wins, on a une petite danse qu'on fait. C'est sur DJ Khaled, All I Do Is Win. Voilà. Donc ça surprend à chaque fois la première fois. Donc on a ça. Et puis on a mis en place aussi un truc qui est assez drôle, c'est 2 fois par jour quand on est en physique, on a une récré avant 11h et avant 16h. Donc il y a une sonnerie qui sonne. Ouais. Et là c'est la récré. Et donc en fait c'est aussi un moment où en fait t'as bien charbonné et tu sais que t'as un moment où pour socialiser, prendre ton café, discuter avec tes potes, puis après tu repars, t'as fait. C'est marrant, c'est un moment en fait où le bordel est toléré au bureau, quoi. Ouais, voilà, donc il y a les gens qui jouent au baby-foot, les gens qui vont cloper, les gens qui... machin, mais au moins tu le fais tous en même temps, donc ça permet de créer des liens. C'est hyper smart comme concept, la récré. Bien vu, parce que c'est vrai que tu vois, nous ici on est un peu plus de 50 maintenant, et on n'a pas tellement... on a réfléchi à plein de choses sur les valeurs, mais pas tellement sur l'aspect de quand on se concentre, quelles sont les règles qu'on fait pour respecter le deep work des uns ou des autres et tout. Ouais. Et du coup, chacun met en place sa règle, tu vois. Enfin, on est encore dans un truc un peu d'anarchie, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où il n'y a pas de règle là-dessus et chacun s'organise comme il veut. Et donc c'est vrai que toutes les 5 minutes, t'as quelqu'un qui va prendre sa pause clope tout seul. Ouais. T'as quelqu'un qui est en pleine séance deep work et à qui on vient de demander... son avis sur un truc qui a un peu rien à voir et qui est pas non plus urgent, et du coup je trouve ça assez stylé de se dire vous avez processé tout ça.
Et donc tu dis c'était au bout d'un an, c'est ça? Ouais. Et vous étiez combien quand vous avez commencé à mettre en place ça? On avait commencé à pas mal recruter parce qu'on avait déjà levé, on devait être à peu près la même taille qu'aujourd'hui, une petite vingtaine. Ok. Et les gens, parce que bon, forcément, t'as un côté faire un peu accepter à tout le monde aussi, même si vous l'avez construit ensemble, ce truc-là. Vous n'avez pas eu de réticence ou de problème? Non, parce que ça a été vraiment co-construit. Okay. Et de toute façon, les gens ont très vite compris que c'était aussi la façon dont on bossait. Tu vois. Une autre valeur hyper importante, par exemple, c'est le feedback. Et là encore, tu vois, tout le monde dit ouais, le feedback c'est important. Ensuite, c'est comment est-ce que tu le mets en vrai. Ouais. Et donc, ce qu'on a instauré, c'est que tout le monde a un feedback au moins une fois par mois. C'est un feedback que tu prépares, donc tu te fais ton auto-diagnostic, ton manager va commenter, et après on inverse les rôles, où en gros, toi tu fais un feedback à ton manager en mode, bah voilà les trucs que tu peux améliorer, machin, après on a un process annuel et tout. Mais du coup, ça veut dire qu'il dédie du temps, mais nous on est persuadés que c'est un truc énorme pour progresser. Ça, c'est vrai que c'est un point, on s'en est rendu compte, où si tu l'encourages pas, les gens, tu vois, peuvent garder des rancœurs ou des trucs. Et t'en as qui peuvent le dire très spontanément et d'autres pour qui ça demande vraiment. Mais sur des trucs méga cons en plus. Bah ouais. Parce que souvent, la plupart du temps, si tu pars du principe que les gens que tu as recrutés, c'est plutôt des bonnes personnes et que personne ne fait des trucs pour faire chier l'autre, en fait, la plupart du temps, c'est juste une grosse incompréhension. Ouais. T'as fait un truc, je sais pas, moi par exemple, un des trucs qu'on m'a reproché et je m'en rendais pas compte, c'est genre quand je suis justement en deep work et que j'arrive assez tôt au taf, je vois tout le monde arriver et on me dit bonjour et parfois je réponds pas, tu vois. Et ben, il y a des gens qui ont dit, bah, je le prends hyper. Enfin, tu vois, genre, c'est pas cool, machin, tu te prends pour qui, quoi. Et en fait, c'était trop bien qu'ils me le disent, parce que j'aurais pu leur dire, bah, attends, je vais faire attention, mais sache aussi que je suis en train de taffer, il y a 12 personnes qui passent, donc comprends que parfois, je sais pas, c'est juste, je suis concentré dans mon truc et j'oublie un peu le monde extérieur, tu vois. Et juste avoir cette discussion, ça permet de te dire, ah oui, c'est pas un enculé, en fait, je comprends au moins son point de vue, et voilà. Mais le truc, c'est que si t'as pas un forum régulier pour faire ça, c'est très dur en fait de le faire parce que c'est jamais le bon moment et donc il faut sanctuariser un temps spécifique pour ça. Et l'effet bénéfique, c'est que comme tu as pris l'habitude de le faire au moins une fois par mois, quand il y a un sujet qui arrive, en fait dans tes one-to-one, on a des one-to-one process, sur les sujets, le contenu, machin, et ces one-to-one de feedback. Et en fait, tu te rends compte que de plus en plus, dès qu'il y a un sujet, en fait, tu peux l'aborder dans ton one-to-one hebdo plutôt qu'attendre à la fin du mois pour le faire. Et ça, tu disais, c'est toujours manager et manager, c'est one-to-one. C'est manager et manager. Sur le truc formalisé, on essaye de plus en plus de faire du feedback latéral. Ouais. C'est difficile. On a essayé de lancer un concept de foodback. En gros, tu vas déjeuner avec quelqu'un et comme ça, vous échangez sur votre truc, mais ça n'a pas trop bien marché. Ça n'a pas trop pris. Après, on provoque des discussions quand on sent qu'il y a des frictions entre les équipes. Il y en a parfois, tu vois, en mode eux, ils nous filent tout le temps les trucs en retard ou machin. Ouais. Et donc tu dis, bah, vous êtes parlé ? Bah non. Je dis, bah viens, on fait un meeting et on s'en parle. Et en fait, tu ressors avec des solutions hyper simples, tu vois. Donc ça, c'est plutôt nous qui l'impulsons. Et après, on a tout un process de revue annuelle où là, pour le coup, le manager va solliciter l'avis de toutes les personnes, enfin d'un panel de personnes avec qui l'autre a bossé. Et comme ça, tu as vraiment une revue à 360. Ouais, ça c'est super. Parce que c'est vrai que tu as des trucs parfois que les gens n'auraient pas trop l'occasion de dire sinon. Et là, tu peux aller les ratisser un peu. Ouais. Nous, on a un truc pour le latéral, on a appelé ça le crossing. C'est une fois toutes les 2 semaines. En fait, t'as une fonction random en gros qui perd les gens, tu vois. Ouais. Et bon, enfin, c'est pas complètement random. On fait en sorte qu'il y ait vraiment un roulement et que tout le monde, à un moment, se retrouve en face de tout le monde. Et donc, en fait, ils ont 1 heure pour se partager leur win, leur galère. Et faire un feedback à la fois sur des points positifs mais aussi amélioration. À quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément celui avec lequel ils discutent, tu vois, mais ça peut être celui-ci. Et en fait, ils sont obligés de le faire et de déclarer après un truc en disant c'est bon, j'ai fait mon feedback, tu vois. Et comme ça force un peu le truc. Ouais, c'est assez cool. Parce que c'est vrai que ça se fait pas. Enfin, ça s'apprend de faire ça, c'est pas forcément spontané. Ouais, et puis après, il faut bien encadrer les gens pour pas aussi que ce soit perçu comme un truc, comme une agression, quoi. Ouais, t'as un sujet de communication un peu. Ouais, c'est exactement. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que même sur les feedbacks, les awkward feedback, les premiers, c'est très awkward parce que personne ne veut rien te dire, mais en fait, t'es là, tu dis, bah, ok, bah, la première fois, tu dis, ok, bah, je comprends et tout, c'est nouveau, mais la prochaine fois, tu reviens avec un truc, au moins un truc,
La fois d'après, bien sûr, ils arrivent, ils n'ont rien, et tu dis, bah vas-y, bah, on va rester dans la salle jusqu'à ce que tu me trouves un truc, tu vois. Puis ils vont te dire, ah bah ouais, c'est cool, ce serait bien que tu dises bonjour, tu vois. Puis après, ça va être de plus en plus sur des trucs un peu plus structurels, et c'est vachement bien. Mais c'est ton rôle de dirigeant, en fait, d'encourager. Enfin, si tu crois à la valeur du feedback, c'est ton rôle de montrer l'exemple en montrant aussi que tu prends bien le feedback et que on a le droit de te dire, voilà. Et l'autre truc qu'on fait, c'est que, on a une culture un peu du test and learn, et du coup, qui va en fait un peu avec cette notion de feedback. Je t'ai parlé du kick-off où on célèbre les wins, on célèbre aussi les fails, donc les trucs qui n'ont pas marché, tu vois. Et au départ, c'est trop bizarre parce que, bah ouais, il y avait personne qui mettait rien, tu vois, parce que c'est la honte de dire, bah j'ai raté un truc. Et en fait, bah c'est aussi ton taf de dirigeant de dire, bah voilà, ça j'ai complètement raté la dernière fois. Cette idée, c'était mon idée, c'était de la merde et ça n'a pas marché. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois les gens qui commencent à mettre leurs fails à eux. Et ce qui est bien, c'est que, bah, alors c'est pas que les fails, hein, on n'est pas là à se dire c'est super d'échouer, c'est plus de se dire, ah ok, mais du coup on a appris un truc de ouf. Ouais. Et bah, la prochaine fois, on fera pas d'erreur. Ou en tout cas, on a mis en place un truc. T'as des exemples de ça ? Des exemples, tu vois, par exemple, mon fail le plus récent, c'est les cartes cadeaux. Donc Noël approche, on se dit, vas-y, les cartes cadeaux, c'est une bonne idée. Parce que nous, tout notre défi, c'est quand même de vendre de l'abonnement. Donc vendre des coffrets et tout, c'est cool, mais ça... Ouais. En fait, si les gens ils vont pas s'abonner derrière, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc, on s'est dit, bah, pour contourner ça, tu vends une carte cadeau avec un certain montant d'argent. Comme ça, ils prennent leur premier achat, ils ont leurs 2-3 premières recharges, et ensuite, ils sont abonnés. Donc super idée, machin. Oui, sur le papier, ça a l'air pertinent en tout cas. Ouais, bah voilà. Sauf qu'en fait, on lance le truc et on a eu 0 achat de carte cadeau le jour où on le lance. On en a eu un petit peu juste avant Noël parce qu'on a envoyé un mail le 23 et donc là, tu as eu des retardataires. Mais globalement, tu vois, c'est une solution. On a développé un truc custom. Je sais pas, il y a peut-être 50% de l'équipe qui a bossé pendant 2 semaines sur ce truc et on a fait un nombre epsilonesque de ventes par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et en fait, là, le gros learning, c'est de se dire, avant de faire un truc comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste envoyé une newsletter à nos clients ? Parce qu'ils ils répondent de ouf. Et en disant, est-ce qu'une carte cadeau, ça vous intéresse ? Ouais. Et en fait, s'il y avait 0 personne qui avait dit oui, on aurait dit, bah non. En fait, là, déjà, en déclaratif, tu vois, en général, les gens sont plus optimistes que ce qu'ils font vraiment. Donc, on serait dit, bah en fait, non, le truc marche pas. Donc, ouais, c'est clair. Et tu vois, ça, c'est un gros learning de dire comment est-ce que... tu testes ton hypothèse le plus vite possible sans faire bosser 100% des gens, enfin tu vois, des gens jusqu'au bout pour te rendre compte que le truc marche pas, tu vois. Ouais, clairement. Et le fait que toi tu fasses un peu ce mea culpa, si on peut dire, même si c'est pas vraiment ça, je pense que ça incite aussi les gens de ton équipe à le faire assez sereinement, quoi. Ouais, exactement. En fait, tu dois vraiment créer cet environnement safe où c'est ok de partager des échecs et où c'est pas grave. Parce qu'en fait, l'échec, si tu le vois comme un apprentissage, a priori, moi, à chaque fois, je me dis, on s'est planté sur un truc, je me dis, bah, quelqu'un qui veut faire la même chose que nous, a priori, il se plantera aussi, et donc nous, on a un coup d'avance, tu vois, ouais. En fait, tu progresses. Ouais, clairement. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est sûr que si on a les mêmes fails toutes les semaines, à un moment, faut faire un truc, quoi. Ça, pour le coup, c'est pas ok. Mais bon, de toute façon, l'histoire de l'entrepreneuriat, c'est de tester plein de trucs, et t'en as 10% qui marchent, mais... Ouais. Donc c'est normal, quoi. Oui, mais en fait, si tu veux vraiment démultiplier les forces de ta boîte, il faut que tout le monde dans l'entreprise se sente libre de tester ses idées. Parce qu'en fait, t'as pas le monopole des bonnes idées en étant dirigeant. Et même, c'est clair. Plutôt, souvent, en fait, les bonnes idées viennent de pas toi. Après, toi, tu peux arriver avec une vision plus d'ensemble. En gros, les gens sont plus experts, donc ils sont meilleurs sur le sujet individuel. Toi, l'avantage que tu as, c'est que tu as une vision plus globale, et donc tu es capable de connecter des dots, que c'est plus compliqué pour d'autres personnes de connecter. Mais en tout cas, il faut que les idées initiales, elles germent un peu de manière... Puis même, c'est trop fatigant de te dire que tout le poids des idées repose sur tes épaules. En fait, c'est pas possible. C'est ni réaliste, ni souhaitable, je pense. Et du coup, dans la prise de décision, par exemple, je sais pas comment vous fonctionnez là-dessus, mais tu vois, nous on se pose tous les 6 mois pour réfléchir à la stratégie pour les 6 prochains mois, là on veut être dans 6 mois et tout. Sur ce genre de truc, tu arrives à impliquer un peu tout le monde et donc comme ça, à ce que tout le monde finalement soit un peu à l'initiative des choses. Là, on utilise le système de KR. Ouais, bah pareil. Voilà. Et donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe la direction un peu générale. Qu'est-ce qui est important ? C'est quoi les grands objectifs de la boîte ? Donc pour nous, ça va être, en gros, le métrique clé qu'on regarde, c'est le nombre d'abonnements.
qui est directement corrélé à la fois à notre chiffre d'affaires et à notre impact. Donc plus tu as d'abonnements, plus tu as d'impact, plus tu as de chiffre d'affaires. Et ensuite, on le décompose en disant, pour avoir plus d'abonnements, tu as une partie acquisition, tu as une partie panier moyen, tu as une partie rétention, tu as une partie satisfaction client, voilà. Donc tu as différents indicateurs, sous-indicateurs. On se dit comment est-ce qu'on progresse sur ces trucs-là. Et ensuite, chaque département va construire son plan en disant moi, mes OKR, c'est ça, et ça contribue à tel truc. Et à la fin, en fait, tu fais vraiment, c'est top-down et bottom-up. Tu as une direction qui est fixée par plutôt les fondateurs, et tu as ensuite un plan qui est vraiment créé par les équipes. Et après, bien sûr, tu as des boucles d'itération, on se challenge, on enrichit. On aide aussi à déprioriser. Je pense que ça, c'est un truc qui est très important. Savoir dire non à plein de trucs pour se focaliser sur les trucs qui sont importants. Ouais. Ça, c'est je trouve un des gros rôles qu'on joue. Mais ouais, le but, c'est que à la fin, les idées viennent des équipes. Tu m'as dit que vous avez une valeur aussi qui est We Are Fishermen. Ouais. Où vous testez, vous essayez de faire les trucs vous-même un max quand c'est pertinent. Ouais, donc déjà, tu vois ce que ça veut dire, We Are Fishermen, pourquoi Je pense qu'il y a une ref, mais que j'ai pas, tu vois. Ouais, non, c'est l'histoire, tu sais, si tu donnes un poisson à un homme, il mange une fois, et si tu lui apprends à pêcher, il mange toute sa vie. Et donc, en gros, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le maximum de gens chez nous apprennent à pêcher. Et tu vois, d'essayer de casser un peu ces silos. Je trouve que les trucs les moins efficaces du monde, c'est quand chaque fois qu'il faut passer tu vois, genre faire un design, il faut forcément passer par la designeuse, et ensuite le mettre sur le site, il faut forcément passer par le tech, puis ensuite pour faire tel truc, en fait on veut que les gens ils soient un petit peu capables de faire les choses eux-mêmes. Ça c'est le premier truc. Donc en fait apprends à faire les trucs, tout n'est pas compliqué. Créer un discount sur Recharge, tu peux le faire, ou sur Shopify tu peux le faire même si t'es pas tech, tu vois. On va t'accompagner, on va te créer un petit loom machin, mais après tu vas le faire tout seul. Ça c'est le premier truc. Et après le deuxième truc, c'est de se dire plus ça va, plus c'est important pour nous d'internaliser les compétences très différenciantes. Donc on a fait le choix par exemple d'avoir notre labo en interne. Ça c'est très très rare parmi les boîtes cosmétiques. La plupart des gens ils vont voir un labo en externe, ils prennent une formule qui est plus ou moins sur étagère, ils la semi-customisent en disant change le parfum et mets tel ingrédient actif qui représente 2% de la formule, mais en gros 98% de la formule est déjà faite. Et ça a le mérite d'être très rapide et peut-être moins coûteux. Nous, on a choisi d'internaliser parce qu'on pense qu'il y a un vrai edge de R&D à faire. Et que, voilà. Pareil sur la création de contenu. Au départ, on faisait appel à des partenaires externes. On s'est dit que c'était mieux d'être capable d'être indépendant là-dessus parce que ça permet d'itérer plus vite, de tester plus de choses. Ça coûte moins cher. Et donc, tu as vraiment cette valeur de dire... en fait, We Are Fishermen, ça veut dire on apprend à faire des trucs. Donc, tu as cette notion d'apprentissage et puis tu as cette notion d'être un doer. Et là encore, je pense que c'est important de la part des fondateurs et puis des membres du COMEX de montrer l'exemple et du coup de pas faire que des forwards, de faire des trucs toi-même, de écrire une newsletter, de aller checker tel truc, être capable en fait de gérer des projets de A à Z et de montrer que toi tu t'appliques le truc que tu demandes aux équipes, quoi. Ouais, clairement. Ok. On a pas mal parlé d'impact. Aujourd'hui, c'est, je pense que tous les gens qui créent une boîte, en tout cas au moins en B2C, mais même pas mal en B2B, veulent avoir d'une manière ou d'une autre de l'impact. Quand tu regardes qui veut être mon associé, t'as que des projets à impact, il n'y a pas un seul truc qui n'est pas un projet à impact. Vous êtes un peu en avance de la vague là-dessus. Au quotidien, est-ce que ça, dans la manière de bosser, tu vois, donc tu me parlais du fait que c'était une métrique importante pour vous, mais est-ce que ça change des choses je sais pas, peut-être dans vos recrutements, dans vos process et tout, le fait d'avoir cette mission-là in fine? Ouais, ça change énormément de choses. Déjà, je pense que ça donne beaucoup de sens. Et j'ai un truc que j'ai pas mentionné sur la culture du feedback, mais on a des surveys anonymes, des sondages anonymes qui partent tous les mois pour prendre le pouls de l'équipe sur plein de questions. Et un truc qui ressort quasiment à 100% à chaque fois, c'est est-ce que tu recommanderais 900Care pour bosser à tes potes ou à tes proches? Et la raison pour laquelle, une des grandes raisons, c'est l'ambiance, tout ce qu'on a mis en place, mais c'est surtout la mission et le sens que les gens trouvent. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de te lever le matin en te disant je vais me battre contre la pollution plastique, que de te lever le matin en disant je vais essayer de faire gagner plus d'argent à mon entreprise. Tu vois. Ouais. Donc ça c'est un premier gros truc différenciant. Ça impacte du coup le profil des gens qui postulent chez toi, parce que c'est des gens pour qui et c'est intéressant parce que du coup t'as une espèce d'émulation positive. T'as la personne qui est végane qui va ou végétarienne qui va du coup aider, tu vois,
aider les autres à passer, donc ça nous permet de devenir un peu... en tout cas de tous progresser sur ces dimensions. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ça impacte tes choix de boîte, tu vois, tes choix stratégiques, parce que derrière, en fait, une fois que tu racontes ça, t'es obligé de t'y tenir, tu vois. En interne, tu peux plus faire des trucs qui sont border, tu peux pas, c'est juste pas possible. Parce que ça décrédibiliserait tout. Donc ça permet en fait à chacun de sentir honneur de ça, et puis ça, collectivement en fait ça te force à prendre des responsabilités. Et nous on a mis en place, parce que si tu veux, au départ, pour nous l'impact c'était de dire l'impact c'est une fonction mécanique de notre croissance, c'est-à-dire que plus on vend de recharge, plus on économise de déchets, et c'est cool, on est green, etc. Et en fait derrière on a fait plusieurs choses, on a fait la démarche B Corp, et en gros il y avait déjà plein de choses qu'on avait déjà mis en place, donc on a été certifié assez facilement parce qu'il y avait plein de choses qui étaient déjà... C'est assez lourd ça, non, comme process? En fait ça dépend. C'est assez lourd pour des boîtes qui sont loin du truc, et c'est assez rapide pour... t'as un gros questionnaire, etc. Mais c'est pas remplir le questionnaire qui prend longtemps, ce qui prend longtemps c'est changer les habitudes et la manière de faire. Et il y a plein de trucs. Bon, déjà, en étant français, tu as plein de cases que tu coches automatiquement sur les salaires minimums, etc. Voilà. Et puis après, nous, nativement, il y a plein de choses sur le feedback, la diversité qu'on avait. Tu vois, c'est sûr que si tu es une boîte où il y a zéro diversité, tu que des mecs blancs, machin, arriver à remonter la barre sur le critère diversité, ça va être un peu long. Ça prend du temps. Et en fait, si nativement, tu as pris en compte ça dans tes recrutements, en fait, tu coches la case tout de suite. Donc pour nous, ça a été assez rapide. Après, on a voulu aller plus loin sur l'aspect impact parce que, et ça c'est trop bien, tu vois, quand je te disais que ça vient des équipes, on a Arnaud qui gère la grosse chez nous qui nous a dit, je trouve qu'on n'est pas assez impact, dans le sens où, ouais, c'est bien, on compte les bouteilles économisées, mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans chacun de nos départements pour rendre notre activité plus green? On lui dit, t'as raison. Et au dernier séminaire, il a animé un workshop en disant, qu'est-ce qu'on peut faire dans chacun de nos départements. Donc chaque département allait réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau individuel. Chacun prenait un peu des engagements. On a mis en place par exemple le mercredi, on essaie de manger végétarien, tu vois. C'est une espèce d'engagement de boîte qu'on prend. Alors bien sûr tu vas pas te faire jeter des trucs dessus si jamais tu... Si t'arrives avec ton McDo et du coup ça a débouché sur en fait maintenant chaque département a un KR dans les OKR, t'as un KR green. Okay, ouais. Donc typiquement tu vois pour la tech c'est des trucs autour de comment tu diminues le poids de tes images pour prendre moins de bandes passantes, peut-être mettre moins de vidéos, mieux les compresser, etc. Nous, on a fait une newsletter là-dessus la semaine dernière. Là. Ouais. Et c'est vrai que t'as plein de trucs. J'ai même vu, t'as un site qui scanne plutôt ton site, ton Shopify, ce que tu veux, et qui analyse tes médias, ton temps de chargement et tout, et qui en fonction te dit en gros quel est l'éco-score de ton site. Enfin, peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs déjà. Ouais, je crois pas qu'on l'ait fait, mais je t'enverrai le lien. Tu me diras, je suis intéressé. Et en fait, bon, donc là je te donne cet exemple-là. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que en plus d'être bon pour la planète, c'est souvent un bon deal business, parce que site qui est moins lourd, ça veut dire site qui charge plus rapidement, ça veut dire meilleure conversion. Voilà. Mais après, tu vois, il y a plein d'autres trucs. Par exemple, on fait beaucoup de shooting en interne. On s'est rendu compte qu'on achetait des trucs pour les shootings. Et l'équipe Marc, elle s'est dit, vas-y, on achète que des trucs de seconde main. Et donc, en fait, à chaque fois, maintenant, chaque quarter, chaque trimestre, on essaye d'avoir une initiative verte par département pour avancer dans le bon sens. Ok. Et tu parlais du recrutement. Tu sens que les gens qui postulent chez vous sont... j'imagine qu'ils doivent être forcément sensibles, mais peut-être même qu'ils vous trouvent parce que, étant peut-être dans des réseaux où, je sais pas moi, ils suivent des médias ou des influenceurs qui sont sensibilisés là-dessus, ils vont entendre parler de vous et tout, et du coup ça doit vous aider, non? Ouais, non, mais complètement. On a beaucoup de demandes entrantes, et puis après, on est aussi sur des plateformes. Par exemple, on est sur Oh I Met Your Planet, qui est un site de recrutement entre boîtes écolo et gens qui sont intéressés. Et donc, t'as du flux entrant qui vient de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une banalité ce que je dis, mais dans le recrutement, aujourd'hui, les gens, ils cherchent des projets qui ont du sens. Je pense qu'on est vraiment dans une époque où on se dit... le monde marche un peu sur la tête sur plein de sujets, et comment est-ce que moi... Et je trouve que c'est très vertueux, c'est-à-dire... qu'est-ce qui a plus d'impact dans ta vie
enfin en tout cas sur la planète, que ce à quoi tu vas occuper 8-10 heures de ta journée 5 jours par semaine, tu vois. Et donc c'est assez normal en fait que, en tout cas ça me surprend pas que de plus en plus de gens se disent bah ouais, ça a du sens. Ouais, c'est clair. Et après on arrive aussi à un moment où c'est des projets qui peuvent être financés, t'as pas forcément en gros c'est sûr que c'est compliqué si tu dois faire un gros cut de salaire, etc. Mais aujourd'hui avec tous les fonds impact, t'as plein de beaux projets qui sont financés, qui ont à la fois une belle croissance, un beau modèle économique, qui sont capables de payer des salaires très corrects et qui ne demandent pas, enfin voilà, c'est pas du bénévolat pour les gens. Et donc la combinaison des deux, ça fait que tu arrives à créer un truc qui est très vertueux, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et tu parles là de fonds à impact, justement, en parlant un petit peu de financement. Donc vous avez... donc vous êtes passé par Ulule, au début on en a parlé, et tu disais qu'après vous avez levé des fonds du coup après Ulule, c'est ça ? Ouais, on a levé des fonds en 2021 et on relevé un petit peu de fonds en 2022. Ok. Et c'était justement avec des fonds un peu spécialisés sur ce genre de D'abord thématique. avec des fonds de venture capital généraliste, et là récemment on a fait rentrer un fonds qui s'appelle Blue Ocean, qui est un fonds à impact. Et c'est hyper intéressant parce que donc eux, leur mission c'est d'investir dans les solutions qui protègent l'océan. Ok, ouais, bah là. Et en gros, donc sur différentes thématiques, ils ont un truc autour de la surpêche, la surexploitation des océans, un truc autour du réchauffement climatique et un truc autour de la pollution, dont la pollution plastique. Donc on est rentré là-dedans. C'est un fonds avec lequel j'avais pas mal d'affinités parce que moi je suis plongeur depuis que je suis tout petit. Enfin, mon père est moniteur de plongée en loisir, quoi. Il est directeur de son club de plongée, machin. Et donc, génial. Depuis qu'on est tout petit, on plonge. Et donc c'est vrai que c'est un sujet qui est... Enfin, tu vois, quand j'ai vu ce fonds-là, je me suis dit, bah, il y a forcément un truc assez pertinent à faire. Et ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est que, en gros, là où pour un fonds classique, tu as un comité d'investissement, là, il y a deux comités. Tu as un premier comité qui est un comité impact. Et là, ils vont vraiment te challenger sur, attends, est-ce que ton truc, ça a vraiment un impact positif ? Oui, parce que c'est vrai que tout le monde peut s'étiqueter impact, mais faut voir ce qu'il y a derrière. Et donc, tu analyses, tu vois. Typiquement, nous, un des trucs qu'ils ont beaucoup regardé, c'est la rétention. Est-ce que, parce que, imagine, je vends que des kits d'essai et mes produits sont dégueulasses et donc personne les aime et donc t'as zéro rétention. En fait, à chaque fois que je vends un produit, je crée un déchet. Enfin, je crée un produit plastique et s'ils le rechargent pas, à terme, ça finira par être un déchet. Et donc, c'était un gros truc qu'on a étudié ensemble, c'était de montrer, bah ouais, en fait, il y a des vrais gains en termes de plastique qu'on a quantifié, etc. Et donc ils étudient ça de manière aussi rigoureuse qu'ils vont étudier tes critères financiers. Hyper rigoureuse, et en fait on met en place aussi, de la même façon qu'on met un BP financier, on met aussi en place des KPI d'impact. Ok. Et tu vois, pour nous, le KPI qu'on a défini avec eux, enfin un des KPI, c'est le ratio entre nouveaux plastiques injectés, parce que nos flacons sont en plastique, et plastique économisé. Et comment est-ce que tu t'améliores ce ratio au fil du temps ? Okay, et ça en fait c'est intéressant parce que ça touche plein de trucs. Donc bien sûr ça touche la qualité de tes produits, à quel point les gens ils vont utiliser longtemps ton flacon avant d'annuler leur abonnement, mais ça touche aussi sur est-ce que tu peux alléger ton flacon en plastique, faire des flacons différents. Enfin il y a plein de trucs assez intéressants à regarder. Ouais, c'est vrai que ça vous donne beaucoup de pistes à creuser, tout ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont les fonds sont, enfin les gens qui travaillent dans les fonds sont rémunérés, c'est en général un fonds classique, il est rémunéré sur ce qu'on appelle du carried, c'est-à-dire il prend un pourcentage de la valeur créée. Donc il a investi quand la boîte elle valait 10, il sort quand la boîte elle vaut 100, il a créé 90 de valeur, il va prendre un pourcentage de ça. Ce fonds à impact, en fait, je sais plus exactement le ratio, mais je crois qu'il y a à peu près la moitié de leur rémunération qui est ça, comme un fonds classique, la moitié qui est basée sur critères d'impact. Okay. Donc c'est pas des blagues, et ça veut dire que du coup... Oui, les mecs sont vraiment incentivés pour que ce soit pas bullshit. Et donc si tu t'en fous, tu vois, tu peux pas t'en foutre, ils sont là pour te dire, mais attends, t'en es où sur l'impact ? Voilà. Et on a mis en place... Comment ils font eux pour calculer ça ? Parce que autant calculer ton carried, c'est pas très compliqué, mais là j'imagine que pour chacune des boîtes en portefeuille, ils ont un critère spécifique. Donc pour vous c'est celui que tu citais sur le plastique, et après une fois que tu as mis en place ce critère qui est peut-être déjà pas forcément facile, tu dois le convertir en termes de valeur financière ou... En fait en gros tu te fixes un objectif, tu dis je vais passer de temps à temps, et au bout de X temps ils regardent, on avait dit qu'on allait faire ça de temps à temps, on a atteint 50% de l'objectif, on a atteint machin, et donc sur ton carré tu touches... Voilà. C'est vraiment comme ça que ça marche, quoi. Ok, ouais. Et ça veut dire que eux derrière, leurs LPs qui ont financé le fonds sont spécifiquement à la recherche d'un truc
donc de purification de l'océan, si on peut dire. Et donc ça veut dire que c'est quand même des profils, j'imagine, très particuliers qui En doivent fait, avoir une sensibilité très forte sur ça, non? de plus en plus, les LPs recherchent quand même des investissements à impact. La finance est quand même pas mal dans la tourmente. C'est de notoriété publique qu'on continue à financer massivement les énergies fossiles. Et donc, toutes les boîtes commencent à regarder aussi des investissements à impact parce qu'il y a aussi un enjeu d'image. Puis même, je pense que je pense pas que les financiers soient des horribles, Non, c'est sûr. des horribles capitalistes qui veulent détruire la planète. Donc je pense qu'il y a aussi vraiment le truc de dire ça a quand même du sens d'utiliser cette puissance qu'on a, qui est colossale, d'orienter les investissements vers des trucs qui sont plus vertueux, quoi. Ok. Et dernière question là-dessus, du coup, toi, de ton expérience, ils étaient aussi rigoureux sur les critères financiers qu'un fonds qui n'est pas particulièrement à impact? Oui. Donc ils avaient vraiment un double filtre. Ouais. Non, Ok, c'est du gros taf, du coup. Ils taffent 2 fois plus qu'un fonds classique, quoi. Et après, ils sont outillés pour vous accompagner et tout sur le développement ou Ouais. Et en particulier sur cette partie impact, ils nous aident beaucoup. On est en train de mettre d'ailleurs, donc on est aussi société à mission, donc c'est un statut spécial dans le droit français qui dit que tu peux mettre une mission inscrite dans tes statuts et du coup ça devient quelque chose que tu dois t'assurer de suivre. Et tu mets en place un comité de mission. Et donc, il y a un représentant de notre fonds, de ce fonds-là à notre comité de mission. Il y a un représentant des salariés, le fameux Arnaud là, qui poussait les initiatives green. Et ensuite, il y a des experts. Et en fait, ils se réuniront. D'ailleurs, ils sont en train de finaliser la mise en place, mais je crois qu'ils se réunissent tous les semestres, quelque chose comme ça, pour s'assurer que la boîte est bien fidèle à sa mission et qu'elle n'a pas fait en... Tu vois, si demain... on se dit en fait, si Thomas et moi on se dit en fait on va faire du plastique à usage unique parce qu'on a une belle marque et au final on dira que c'est du plastique recyclé et c'est à usage unique, c'est pas grave, en fait on sera retoqué par notre comité de mission, tu vois. Ok, ouais, c'est solide, l'impact a vraiment pris une place complètement centrale dans le projet. Mais tu vois, en fait, en gros, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que moi j'ai une conviction assez profonde sur le fait que tu peux avoir à la fois de l'impact et... Enfin, le fait d'être à impact, c'est aussi un énorme avantage économique. Sur le recrutement, sur les people, etc., la fidélité, etc. Ouais. Donc ça c'est évident. Mais aussi même en termes de business model, parce que finalement, si on s'était pas dit on arrête de transporter de l'eau parce que c'est débile et que ça crée des déchets plastiques, on n'aurait pas vu cette opportunité de dire tu réduis tes coûts de shipping par 3 parce que tu ships que 10% du coût. Et en fait, c'est une opportunité e-commerce massive. Tu vois, et en gros c'est ça qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'il y a plein d'endroits où l'autre exemple que j'aime bien donner sur ce point-là, c'est tu vois les Too Good To Go ou Phoenix qui se sont rendus compte qu'il y avait énormément, qui voulaient lutter contre le gaspillage. Au départ ça part de la volonté de lutter contre le gaspillage, mais en fait tu te rends compte que la proposition de valeur est dingue parce que ça permet d'avoir des super produits à prix très bas. Ça permet à des gens qui n'ont pas forcément des super moyens de quand même aller... tu vois, c'est gagnant-gagnant-gagnant. Il y a moins de gaspillage. Et c'est ça vraiment le mindset qui est intéressant, c'est de dire comment est-ce que tu allies, comment est-ce que tu fais de l'impact un avantage concurrentiel. Ouais, je pense que c'est la piste de recherche pour tous ceux qui veulent monter un projet impact. Ce qui manque pas, c'est de voir quand les deux... Parce que je pense que tu as plein de cas aussi où ça s'aligne pas, mais tu as tellement de solutions, tellement de configurations où tu peux aligner les deux que là... faut les trouver et puis lancer tout ça, quoi. Exactement. Mais il y a clairement beaucoup de marchés, je pense, qui sont, sur lesquels il y a encore des belles découvertes à faire là-dessus. Ouais. Bon, dernière question, parce que l'heure tourne. Si tu croises le Emric d'il y a 5 ans, qui se lance et tout, tu lui dirais quoi là, pour le mettre un peu sur la route? Ouais, je pense que je lui dirais de se poser moins de questions et que c'est pas grave de pas avoir toutes les réponses tout de suite, tu vois. Et que en fait, fais-toi confiance, tu trouves les réponses tu vois, en faisant le chemin et t'as pas besoin d'avoir toute la carte. Et puis même, c'est ça qui est cool. Ouais. C'est aussi de faire le chemin et de découvrir des trucs en chemin. Je pense que j'ai mis longtemps à me lancer, longtemps avant de monter un business, alors que c'est un truc qui me trottait dans la tête parce que j'avais envie d'avoir toutes les réponses, un peu mentalité premier de la classe et tout. Et je pense que cette aventure là qu'on est en train de vivre, c'est un truc qui est extraordinaire, c'est une meilleure aventure professionnelle de ma vie, et je pense que justement le fait de découvrir en marchant, c'est trop bien. Chaque matin tu sais pas, tu vois, il y a un truc que t'as pas imaginé qui va se produire, et c'est très cool.
tu rencontres plein de gens, tu vois, juste capable d'ouvrir les chakras et se laisser aller un peu à l'inconnu. C'est quelque chose que je pense que le Émeric d'il y a 4 ans ou 5 ans n'était pas forcément très à l'aise avec. Et là, du coup, j'essaie de travailler dessus, quoi. Pour reprendre ta métaphore du pêcheur, tu construis ton bateau une fois que t'es dans l'eau, quoi. C'est ça. Top. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup Émeric merci à toi pour cette bonne discussion. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Trop bien, merci beaucoup, c'est très cool. Bye bye. Ciao.